Bonjour, soyez les bienvenus. Merci de participer à ce webinaire organisé par Team 2 en partenariat avec l'association Armin et la société Thaïs Recyclage. D'une durée d'un peu plus d'une heure et demie, nous vous proposons d'aborder l'un des enjeux du recyclage des plastiques, à savoir leur captation, ainsi comment mieux capter les flux de déchets plastiques sur un territoire. C'est tout d'abord un thème en lien avec la feuille de route sur l'économie circulaire en Hauts-de-France, mais aussi, ce webinaire est l'opportunité de montrer les initiatives à l'échelle européenne, régionale et territoriale. Nous devons faire face à des enjeux environnementaux, des enjeux de développement durable, mais aussi nous devons prendre en compte l'évolution des cadres législatifs et réglementaires. Et à ce contexte s'ajoute désormais une crise qui, depuis un an, impacte notre économie. Ce webinaire se déroule en 3 temps. Tout d'abord, nous vous présenterons le volet sur les plastiques de la feuille de route régionale pour le développement de l'économie circulaire en région de France. Puis ensuite, le projet Interreg Plasticity vous sera présenté. Et enfin, le dernier temps fort sera composé de 2 tables rondes. Il s'agira alors de vous exposer la vision de nos partenaires et intervenants spécialistes du recyclage du plastique et de vous permettre d'identifier les leviers d'action, les facteurs de réussite et les obstacles à la captation de ces gisements. Pour chacune de ces tables rondes, nos intervenants auront chacun un temps de présentation qui sera suivi de quelques minutes de questions-réponses. En préambule, voici les quelques modalités relatives au déroulement du webinaire. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires dans l'espace chat et au cours des tables rondes, vous pourrez poser vos questions dans l'espace questions et réponses. Sachez que cet événement est enregistré et sera disponible en rediffusion d'ici quelques jours sur le site du projet Plasticity. Je vous propose d'ouvrir ce webinaire par une présentation du volet plastique de la feuille de route en économie circulaire de la région des Hauts-de-France. Trenel, directeur général de Team 2. À toi, Christian. Merci et bonjour. Si on peut me passer la possibilité de me connecter. Vous avez pu voir ceux qui ont regardé la présentation de Team 2 avant le démarrage de ce webinaire, qui a un certain nombre de changements, donc très vite. D'abord, nous avons déménagé, nous sommes au Louvre-Lens-Vallée, près du Louvre-Lens. L'équipe s'est renforcée et l'équipe est maintenant d'une dizaine de personnes avec un certain nombre de gens relativement récents dans le pôle et puis donc des évolutions aussi au niveau de la gouvernance. Nouveau président, donc Frédéric Heymans de la société Recitech. Donc vous aurez tout ça sur les présentations de notre webinaire et puis vous aurez aussi un certain nombre de documents qui vous seront communiqués ou qui seront accessibles sur le site de Team 2. Alors, ces interventions se font en cadre avec des politiques nationales et des politiques régionales. Et dans les politiques régionales, nous avons participé à la réflexion et nous avons aidé à l'élaboration d'un certain nombre d'éléments de ce qui s'appelle la feuille de route économie circulaire de la région. Alors, je ne sais pas si vous voyez les éléments. Est-ce que vous voyez les éléments? Oui, très bien. Oui. Voilà. Donc, ça a été voté en fin d'année 2020, après plusieurs années de réflexion, et c'est en coopération avec toutes les démarches du PRPGD. Et cette feuille de route a donc, un certain nombre d'orientations. D'abord, elle est en lien avec le plan de relance, le plan de soutien, le pacte productif de la région. Et donc, elle veut insister sur la dimension économie circulaire, basée à la fois sur des acquis et basée sur des nouvelles perspectives. Les 4 grands objectifs visés par cette feuille de route, c'est bien sûr renforcer le développement économique. C'est en parallèle travailler sur l'élément fondamental de l'économie circulaire, à savoir l'économie de ressources. C'est contribuer directement ou indirectement à la décarbonation de l'industrie, qui est aussi un sujet extrêmement important. Et c'est à travers donc, des démarches qui se feraient de façon collective, aider à faciliter des nouvelles coopérations entre des acteurs de différents niveaux au sein de filières ou au sein de territoires. Et donc, la grande philosophie, c'est bien sûr de passer d'une logique produire, consommer, jeter à une dynamique comment on peut boucler la boucle. Il y a un certain nombre de secteurs qui ont été présélectionnés. Un secteur mis en priorité, c'est le secteur des métaux, et vous avez peut-être déjà participé à notre webinaire sur le recyclage des batteries et des métaux critiques et stratégiques.
Celui d'aujourd'hui est sur une des deuxièmes dimensions extrêmement fortes pour la région de France, c'est le recyclage des plastiques, d'une part parce qu'on a une activité plasturgie assez importante dans notre région, et aussi c'est parce que ça fait partie des éléments fondamentaux des politiques nationales et européennes. Donc vous voyez aussi les autres sujets qui sont abordés, type tout ce qui est produits biosourcés, tout ce qui est les bois d'essence régionales, les sédiments où la région a un certain nombre de compétences aussi, le secteur du BTP, mais le secteur de la mode. Et à chaque fois, c'est aussi travailler sur d'autres concepts du type comment on peut aider à l'amélioration de l'allongement de la durée de vie des biens et des produits, comment on peut aussi accompagner un passage d'une économie donc de la consommation à une économie d'usage à travers l'économie de la fonctionnalité, comment on peut bien sûr renforcer l'écologie industrielle et tout cela nécessite des appuis sur la recherche, sur la formation et sur l'innovation. C'est le rôle essentiel du pôle Team 2. Pour conclure, un certain nombre de données que vous connaissez tous. Bon, il y a les lois AGEC, il y a un certain nombre de nouvelles réglementations filières REP, avec aussi des évolutions et des exigences. Il y a bien sûr un contexte européen et mondial qui est extrêmement prégnant, et donc les deux grands enjeux que la feuille de route économie circulaire de la région veut accompagner, c'est aller vers des nouvelles pratiques de production, c'est repenser les chaînes de valeur, c'est agir sur les changements de comportement des acteurs utilisateurs des matières, c'est retravailler sur les hiérarchies d'usage, et enfin, c'est vraiment tout faire pour accompagner l'utilisation de matières et de ressources recyclées dans les consommations. Vous aurez une intervention de l'ADEME sur un certain nombre de projets que l'ADEME accompagne en lien avec la région et notamment aussi dans le cadre de la politique REF 3. Donc, cette feuille de route, vous pouvez la retrouver sur le site du Conseil régional. Je vous remercie. Bonne suite de séquence. Merci Christian. Le partage de mon écran. Donc, passons maintenant à la présentation du projet Plasticity. Tout d'abord, ce projet porte un label Interreg est un programme de coopération territoriale de l'Union européenne qui a pour objet de réduire les disparités entre les régions, de renforcer la cohésion et d'encourager un développement économique optimal. Et cela passe par un groupement de ressources et le partage de connaissances et de bonnes pratiques. Ensuite, l'Interreg permet précisément de renforcer la coopération transfrontalière entre les régions côtières de la mer du Nord et de la Manche. La zone dite des deux mers couvre ainsi les côtes de l'Angleterre, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Le projet Plasticity a débuté en 2019 et a reçu un budget de 9 millions d'euros via ce programme Interreg de mer cofinancé par le FEDER. Il est axé sur le recyclage des plastiques dans les grandes zones urbaines. Il fonctionne sur un mode collaboratif et ainsi les compétences et les expertises de ses partenaires sont mises en commun et rassemblent des approches entrepreneuriales et universitaires. Et la ville de Gand en est le leader. Le projet durera jusque fin 2022 et a aussi connu des perturbations liées à la crise sanitaire, impactant son déroulement et ses livrables. Pour la France, c'est l'agglomération urbaine de Douai qui est retenue. Les partenaires locaux sont la société Theiss Recyclage, l'association Armine, le cabinet Willoup et le pôle de compétitivité Team 2. Le projet est né du constat suivant. Dans les grandes zones urbaines, certains plastiques pourraient être qualitativement éligibles au recyclage, mais Ah, certains... est-ce que tu peux partager? On n'a pas accès au diapo. Super, merci. Très bien. Donc, le projet est né du constat suivant. Dans les grandes zones urbaines, certains plastiques pourraient être qualitativement éligibles au recyclage, mais certains ne trouvent pas leur place dans les schémas actuels du recyclage pour des problèmes, par exemple, soit au niveau des installations de collecte ou de tri, soit en raison d'une massification insuffisante. Et finalement, ce sont des plastiques considérés comme perdus au sens où ils ne sont pas traités. On les considère donc qu'ils sont perdus et on les trouve par exemple au sein des commerces, des bureaux, des administrations ou encore des écoles.
Ainsi, le but de Plasticity, c'est de trouver une issue pour permettre une réutilisation des plastiques issus des villes. L'objectif est d'augmenter le taux de recyclage au moyen de la constitution d'un hub, c'est-à-dire un réseau local d'acteurs de la chaîne de valeur et d'infrastructures physiques. Et le numérique est bien sûr mis à contribution. Les finalités sont créer de nouvelles chaînes de valeur et développer de nouveaux produits intégrant des plastiques recyclés, générer un impact économique local et inciter au changement comportemental avec l'aide des sciences humaines pour comprendre les comportements des acteurs, les obstacles auxquels ils font face, afin de les amener à progresser dans le recyclage. Le projet a été segmenté en lots de travail que je ne vais pas détailler ici, mais plutôt vous présenter les grandes activités en cours. Il s'agit tout d'abord de mettre en tableau le paysage local des déchets plastiques et leur gestion, au moyen d'un diagnostic pour identifier et caractériser ce réseau d'acteurs et les flux associés. Les résultats sont des cartographies. Cartographier les acteurs de la chaîne de valeur sur l'agglomération du Douaisis, avec ici une première cartographie, et à venir une cartographie des flux avec pour le groupe de Douai la mise à contribution d'un outil d'intelligence artificielle pour nous aider à caractériser les gisements afin de disposer de données quantitatives. Après avoir défini précédemment l'environnement, les dimensions logistiques et process sont abordées. Cette activité s'appuie sur la précédente et cherche à identifier comment les données collectées peuvent être utilisées pour tester de nouvelles approches pour augmenter le volume de plastique qui peut être collecté et traité. Tout d'abord, pour la partie logistique, l'idée est de faire émerger des scénarios afin de trouver le chemin le plus efficient. Pour cela, on s'aide de la simulation ou de l'approche par la logistique inverse, où on teste des moyens, comme par exemple l'utilisation d'un vélo cargo pour la collecte sur la ville de La Haye. Ensuite, pour la partie process qui concerne tri, caractérisation et retraitement, une première démonstration est en cours sur Douai à partir de gisements d'emballage en PEBD collectés et triés par test recyclage. J'en profite pour vous dire que le projet de centre de tri de test recyclage fera l'objet d'une présentation dédiée lors de la seconde table ronde. Ces emballages sont livrés à Armin qui procède à leur broyage, aux caractérisations physico-chimiques et à leur extrusion et injection pour en faire des éprouvettes et pour mener les premiers essais de processabilité par extrusion-gonflage pour refaire du film. Parce que disposer de solutions techniques n'est pas suffisant pour une économie circulaire réussie, il faut développer des business cases pour créer de nouvelles chaînes de valeur à partir des déchets plastiques. C'est se poser la question suivante, que faire de ce qu'on en a collecté? Et cela passe par la participation des acteurs identifiés plus haut. Ce qui va nous amener à monter d'autres webinaires et séminaires pour amener les acteurs à coopérer et co-créer la nouvelle chaîne de valeur, ainsi que des démonstrations. L'analyse du cycle de vie sera aussi au cœur de ce processus de création. À titre d'exemple, 2 démonstrations ont été réalisées à Gand et à La Haye pour développer de nouveaux produits avec des plastiques recyclés issus de la captation en ligne. Faisons maintenant un focus sur les business models appliqués à l'économie circulaire. Je passe donc la parole à Virginie Litodon de l'Université de Portsmouth qui va nous faire part de ses travaux sur le sujet. Merci Thomas. Bonjour à tous, donc je suis Virginie Litodon, doctorante à l'Université de Portsmouth qui est aussi partenaire de Plasticity et où je travaille sur l'économie circulaire et son application via les business models circulaires. Donc, comme le disait Thomas, un des objectifs de Plasticity est de créer de nouveaux business models circulaires. Et en effet, à l'heure actuelle, seulement 8,6% de toute l'activité économique est circulaire. Et cela est dû au fait que la plupart des business models, que ce soit business models traditionnels ou plus circulaires, sont basés sur une économie linéaire et ne prennent pas en compte nécessairement l'approche systémique et collaborative de l'économie circulaire. Et en effet, l'une des bases d'un business model circulaire est le fait que la valeur est co-créée par un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui incluent des acteurs tels que les universités, les institutions publiques, mais aussi associations, ONG, ou encore innovateurs tels que le mouvement des makers, par exemple. Un autre aspect essentiel d'un business model circulaire est le fait qu'il incorpore l'approche cycle de vie, où le processus de production doit inclure toutes les différentes étapes en partant de l'entrée des ressources jusqu'à la fin de vie, et qui intègre les différents départements d'une entreprise, où on intègre la stratégie design avec la stratégie de fin de vie, mais aussi
on inclut la partie marketing avec les autres étapes telles que la logistique, fabrication. Donc, on a commencé par faire cette première recherche académique afin d'établir les différents éléments clés d'un business model circulaire qui sont représentés sur le schéma ici. Mais à Plasticity, donc, on a commencé par un premier business model circulaire basé à La Haye. Je peux changer le slide, Thomas. Donc, le premier business model qui est en cours de développement, comme l'a rapidement mentionné Thomas, est la fabrication de visières de protection à base de plastique recyclé. Donc, cette idée est venue suite à comme vous le savez, à la pandémie Covid-19, où à La Haye, il y avait une forte demande de la part des hôpitaux pour ce type de produit. Et donc, avec les partenaires de Plasticity, on a commencé à réfléchir à créer ce type de produit à base de plastique recyclé. Et pour cela, on a identifié les différents acteurs de la chaîne de valeur, les différents acteurs qui composent l'écosystème de La Haye, et à réfléchir à différentes possibilités de synergie, de collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème, afin de créer ce nouveau business model circulaire. Mais en travaillant sur ce premier business model et en se basant sur la recherche académique, on s'est rendu compte qu'un des challenges majeurs était l'engagement des acteurs. Et donc pour cela, à Plasticity, on a pour but de créer des écosystèmes locaux dans chaque ville partenaire du projet. Tu peux changer le slide. Donc, l'idée pour faciliter, comme disait Thomas, on a déjà identifié les acteurs qui composent la chaîne de valeur du plastique, mais un des challenges est de savoir comment faire pour qu'ils se rencontrent et collaborent concrètement. Donc, à Plasticity, on a l'idée de créer 2 lieux possibles. Un lieu digital sous la forme d'une plateforme urbaine et un centre de recyclage, un centre physique pour permettre la collaboration. Et l'idée est ainsi de créer une sorte de communauté au sein de l'écosystème. Donc, plus précisément, tu peux changer le slide. L'idée ici, le schéma représente les différents éléments que compose un écosystème. Où au centre, on a les acteurs de l'écosystème qui peuvent interagir via une plateforme urbaine qui va permettre l'échange de données, mais aussi tout ce qui concerne le traquage des produits, des ressources, etc. Et peuvent aussi interagir via le centre de recyclage qui aura plus pour but de créer des opportunités d'upcycling du plastique, mais aussi de favoriser le changement de comportement et la prise de conscience des citoyens consommateurs et des entreprises sur toutes les thématiques liées au recyclage. Un autre aspect de cet écosystème est la coordination de l'écosystème. Tu peux juste faire entrer. Voilà. Merci. Donc, un autre aspect de l'écosystème est d'avoir des coordinateurs pour ainsi faciliter l'identification des différents besoins qui existent dans la ville ou dans la région et de collaborer avec ce qu'on peut appeler une équipe d'experts. En effet, comme l'avait déjà souligné Thomas, un aspect majeur de Plasticity est la collaboration entre différentes expertises venant du monde universitaire, mais aussi des institutions publiques et des entreprises. Et en collaborant avec les différents partenaires, cela facilite l'évaluation des différentes opportunités risques qui vont ainsi faciliter les synergies et dans l'idée de pouvoir créer des business models circulaires. Donc ici, on a pour idée de créer des écosystèmes locaux au sein de chaque ville de Plasticity, mais aussi au niveau de Plasticity lui-même. Tu peux changer le slide. Donc ici, on a représenté les différents écosystèmes qui représentent chaque région du projet. Et le but est de favoriser non seulement la collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur du plastique, mais aussi entre partenaires de Plasticity, où il y a un fort échange de ressources et de connaissances. Et cet échange et cette collaboration va faciliter non seulement la création de nouvelles chaînes de valeur circulaires au sein de chaque ville, mais aussi au sein du projet lui-même. Et aussi en même temps de faciliter l'augmentation du contenu de plastique recyclé dans des chaînes de valeur qui existent déjà. Donc, pour conclure, l'objectif de Plasticity est de faciliter l'engagement des acteurs et la collaboration, qui va ainsi favoriser la création de business models circulaires et dans ce sens, faciliter la transition entre une économie linéaire et une économie circulaire de manière plus concrète. Merci pour votre attention. Je te repasse la parole, Thomas. Merci Virginie, merci pour cette présentation. Donc le projet Plasticity, comme je vous l'ai dit, aura subi également l'impact de la crise du Covid dans sa progression et il nous reste encore à construire cet écosystème territorial. Et comme évoqué pendant sa présentation sur les business models circulaires, Virginie a insisté sur l'approche systémique et collaborative.
Ainsi, nous vous sollicitons au moyen de ce court sondage car nous avons besoin d'identifier des collaborations à tous les stades de la boucle, que vous soyez un acteur de cette chaîne de valeur du plastique. Déjà, l'économie circulaire, je pense que ça s'affiche pour tout le monde, le sondage. Et sans nécessairement être sur le territoire de Douai, vous pouvez vous faire connaître et entrer dans la boucle et collaborer au développement d'une nouvelle chaîne de valeur. Pour cela, je vous invite à répondre aux 6 questions de ce court sondage qui nous permettra de revenir vers vous. Juste le temps de basculer vers la table ronde numéro 1. Table ronde numéro 1, dont les intervenants seront dans l'ordre l'ADEME, Citeo, Valorplast et le CIBEVAD. Et avant de passer la parole à François Humbert pour l'ADEME, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Nous laissez vos questions dans l'espace questions et réponses. Je passe donc la parole à François. Bonjour à tous, je partage l'écran. Je vais vous présenter du coup le contexte réglementaire actuel de la filière plastique pour aller vers une économie circulaire. Je vais commencer par le premier grand enjeu, qui est d'agir sur la consommation de produits plastiques. Vous pouvez voir en haut à droite sur la roue de l'économie circulaire, on est bien sur les usages. Déjà, on a eu en place depuis 2015 des interdictions de certains produits plastiques à usage unique. Donc, on a des interdictions graduelles. On voit notamment sur les sacs plastiques, sur les produits avec des cotons-tiges. Je ne vais pas tous les faire, mais au moins vous avez une image de toutes les interdictions qui sont à venir et qui ont déjà eu lieu. On a aussi, du coup, en janvier 2021, les pailles, les bâtonnets et mélangeurs, tout ce qui va être couvercle et ustensiles en plastique. Ces interdictions vont augmenter jusqu'à 2025. On a une tendance aussi au niveau réglementaire à favoriser de nouveaux modèles d'affaires qui visent plutôt à emprunter ou à louer les objets et aussi de pousser plus vers l'utilisation plutôt d'emballage en réemploi ou de la vente en vrac. En termes réglementaires, ça se traduit notamment sur la loi AGEC, donc lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Au niveau des objectifs, on a notamment des objectifs de réduction de 50% d'ici 2030 du nombre de bouteilles mises sur le marché à usage unique. On a aussi une proportion de 5% à atteindre d'emballages employés mis sur le marché en France en 2023 et de 10% en 2027. Et enfin, on a un objectif d'atteindre la fin de mise en marché emballage plastique pour d'ici fin 2040. En termes de deuxième grand enjeu, on peut identifier l'augmentation du tri des déchets plastiques et de développer le recyclage. Donc, on va être plutôt sur la boucle de fin de vie. Dans cette boucle de fin de vie, on va avoir notamment les responsabilités élargies des producteurs qui visent du coup à séparer les différents produits pour éviter de devoir les retrier ultérieurement et de mélanger les différents matériaux et donc d'augmenter les performances de collecte. En termes de filière, j'ai mis 2 exemples. Je ne vais pas forcément les parcourir parce que ça va être un peu long, mais vous avez la filière notamment emballage ménager et vous avez aussi la filière des déchets équipements électriques et électroniques. En termes réglementaires, ça va se traduire par un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025, avec aussi un objectif de taux de collecte pour les recyclages de bouteilles en plastique de 77% en 2025 et de 90% en 2029. Au niveau de la directive plastique, on a aussi des objectifs d'incorporation de plastique recyclé de 25% en 2025 et de 30% en 2030 dans les bouteilles. On peut aussi citer d'autres dispositifs réglementaires, comme notamment l'extension des consignes de tri, le tri 5 flux, qui est obligatoire pour les entreprises, commerces, administrations, notamment pour le papier, carton, métal, plastique, verre et bois. On a aussi le développement
de nouvelles filières REP qui vont arriver, notamment sur les jouets, sur les articles de sport et de loisirs, sur les filtres de cigarettes, sur les articles de bricolage et jardinage. Enfin, on vise bien sûr à augmenter l'incorporation de matières recyclées plastiques dans les nouveaux produits. Troisième grand enjeu, on va être sur la phase plutôt de conception, de fabrication des produits, donc notamment en augmentant la performance environnementale, c'est-à-dire de développer l'éco-conception. Alors, pour développer l'éco-conception, on va viser notamment à allonger la durée de vie des produits. Donc, pour cela, il y a notamment un projet de réglementation pour créer un indice de réparabilité, donc rendre les produits plus robustes. On a aussi l'aspect de recyclabilité, faciliter notamment le démontage des produits, limiter l'intégration d'additifs polluants. On a aussi la volonté de ne pas mélanger les résines, donc d'être plutôt sur des monorésines. Enfin, comme levier, notamment pour développer l'éco-conception, on va avoir l'utilisation des éco-contributions, notamment dans le cas des filières REP. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir des malus, par exemple, sur certains équipements qui vont utiliser des produits qui limitent les possibilités de recyclage, comme les retardateurs de flammes bromées, des bonus pour les produits qui vont incorporer des plastiques recyclés. Et enfin, on va avoir notamment des bonus aussi sur la filière emballage pour permettre d'augmenter la recyclabilité des emballages in fine. Je vais passer la main du coup pour la prochaine présentation. Très bien, merci François. Merci François. François, tu reviendras donc en fin de table ronde numéro 2 pour les modalités d'accompagnement de l'ADEME. Je passe maintenant la parole à Monsieur Sylvain de Mulder pour Citeo, afin d'aborder notamment l'extension des consignes de tri. Je ne sais pas si vous voyez tous mon écran. Voyez-vous mon écran? Pas encore, non. Ça va projeter ou pas? Ça arrive. Donc c'est bon, là on voit le bureau. D'accord. Voilà, c'est bon. Super, super. Désolé pour le petit temps de latence. Alors bonjour, merci à vous d'avoir invité Citeo, bien sûr. Merci à François également de l'ADEME d'avoir présenté un petit peu et balayé tous les aspects réglementaires. Alors moi, je suis Sylvain de Mulder, responsable des opérations chez Citeo, et plus particulièrement donc, sur le département du Pas-de-Calais. Et j'ai également une casquette d'expertise centre de tri pour la région des Hauts-de-France et la région Île-de-France. Alors, qu'est-ce que c'est Citeo? C'est une entreprise privée d'agrément d'État créée par les metteurs sur le marché et industriels. Et il s'agit, en fin de compte, de l'application même du principe de la REP, donc responsabilité élargie du producteur, impulsée par la réglementation et initiée par le principe de pollueur-payeur. Donc, nous sommes spécialisés, pour le coup, dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques, c'est-à-dire la matière que l'on retrouve dans le bac jaune, emballage, cartonnette, bouteille, et le bac vert pour les bouteilles en verre. Et notre but, c'est ainsi de décliner les obligations réglementaires, de promouvoir, en partenariat bien sûr avec les collectivités, mais aussi l'ADEME et les instances régionales, le recyclage. Donc, on promouvoit le recyclage auprès des usagers et des partenaires avec les collectivités en vue de les accompagner, mais également à transformer en fin de compte le recyclage des ménages, les objets recyclés, les objets que les ménages génèrent, de transformer ce recyclage sur le territoire national. Les métiers de Citeo, c'est également l'éco-conception des emballages avec les industriels, c'est la recherche de solutions innovantes, par exemple réemploi, incorporation de matières dans des process de fabrication des emballages classiques, mais aussi c'est aussi l'expertise sur les notions sur la gestion de la collecte et sur le tri, donc parce qu'on a un retour d'expérience et une capitalisation de bonnes pratiques. Alors, je vais vous présenter un petit peu un petit focus sur la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, François a pu bien nous présenter. Je reprends très rapidement parce que c'est les moins 15% de déchets ménagers assimilés d'ici 2030, les moins 50% de bouteilles en plastique d'ici 2030.
L'objectif étant, en fin de compte, c'est d'atteindre ces fameux 100% de plastique recyclé d'ici 2025 et de pouvoir, d'ici 2023, avoir 5% d'emballage réemployé, puis 10% d'ici 2030. Et l'objectif, c'est de collecter, bien sûr, ces 77%, enfin le plus possible de bouteilles en plastique. Donc le chiffre de 77% qu'a pu présenter aussi François est un objectif réglementaire et une ambition nationale pour le coup. Pour rappeler ce que c'est un petit peu l'extension continue de tri, pour améliorer le geste de tri, Citeo finance au travers des appels à projets des moyens, des méthodes pour pouvoir aller capter cette matière supplémentaire et la décliner sur le terrain au travers de l'extension de consigne de tri. Donc en gros, je ne sais pas si vous voyez le petit pointeur laser, vous avez le verre, donc ça reste la consigne habituelle, la collecte des emballages verts. Et vous avez votre poubelle, votre bac jaune, sur lequel vous avez aujourd'hui les papiers, cartons, acier, les bouteilles et flacons plastiques. Et l'extension de consigne de tri va consister à aller chercher en fin de compte les pots, les barquettes, les boîtes, les films plastiques. Donc votre barquette de jambon, vos films d'emballage de bouteilles plastiques vont pouvoir aller directement dans le bac jaune. Et bien sûr, le reste des ordures ménagères continuera à aller là où elle doit aller. Aujourd'hui, c'est 50% des Français qui sont en extension de consigne de tri et l'objectif national, c'est d'arriver en 2022, donc fin 2022, à ce que 100% des Français soient en extension de consigne de tri. L'objectif, c'est d'harmoniser à l'échelle nationale le geste de tri, de le simplifier, le but étant d'aller atteindre ces performances de captation de la matière plastique. Alors, cela se fait progressivement avec l'objectif que les Français puissent trier tous leurs emballages d'ici fin 2022 et doit permettre ainsi de répondre aux attentes réglementaires. Alors, ce n'est pas si simple, mais ça va se faire puisque les collectivités aujourd'hui, les 50%, y sont parvenus. Et ça demande bien sûr une modernisation de centres de tri et de la pédagogie en termes d'éveiller les consciences des différents citoyens. Alors voilà, on a une petite frise chronologique qui nous permet de voir de là où on démarre. 2012, c'était les expérimentations. 2015, on a augmenté un petit peu la mise en place de l'extension de consigne de tri sur la France. Et aujourd'hui, donc, ce que j'expliquais, c'est que 33 millions d'habitants sont en extension de consigne de tri. Petit focus sur l'extension des consignes de tri. Donc, c'est là comment ça marche. Donc, c'est une simplification du geste de tri. C'est aussi l'objectif d'aller chercher du plastique en plus. Donc, on estime à environ 4 kg d'emballage supplémentaire par habitant et par an. Et on a un effet d'entraînement qui varie de 0,1 à 5 kg en fonction des régions et de l'effort qui est réalisé par les citoyens. Petit focus sur la région Nord-Pas-de-Calais. Pour le coup, on a des performances de tri qui sont très bonnes, mais par contre, sur l'extension de consigne de tri, on est complètement en retard. Le but aujourd'hui, c'est de faire passer toutes les collectivités le mieux possible dans l'extension de consigne de tri. La population du Nord, dans le Nord, on est à 8% en extension de consigne de tri, le Pas-de-Calais à 20%. En revanche, l'Aisne, on est à 98% de personnes en extension de consigne de tri, et pour la Somme et l'Oise, on est à 100% des personnes en extension de consigne de tri. Pour transformer en fin de compte ce dispositif de collecte, industrialiser aussi nos centres de tri, Citeo soutient financièrement cette transformation au travers des appels à projets. Et nous sommes dans la dernière phase des appels à projets. La prochaine étape, c'est la prochaine opportunité, c'est octobre de cette année, 2021. Les AAP, donc les appels à projets, concernent à la fois la collecte, donc optimisation du service, harmonisation via divers leviers, et ces déclinaisons pour atteindre les performances, mais aussi la modernisation des centres de tri en cohérence avec les études territoriales. Et pour aller plus loin, donc, dans la captation de la matière, Citeo fait appel également à des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, que je vais vous présenter juste après. Et le but étant aussi d'aller chercher le plus possible de matière. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher les emballages en dehors des foyers. On parle plus particulièrement de consommation nomade. Et ces AMI sont soutenus financièrement par Citeo dans le cadre des AMI hors foyer. Et donc, qui peut bénéficier de ces aides Donc, c'est à la fois les acteurs publics privés, qui sont des cibles potentielles pour capter une fois de plus le plus possible d'emballage et de répondre en fin de compte aux attentes des citoyens et de la réglementation en vigueur. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Merci, Monsieur de Mulder.
Je vous invite à venir poser vos questions à l'aide du bouton Q&R, questions et réponses, qui est en bas de votre interface Zoom. Eh bien, maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Alban Cottard de Valorplast pour aborder notamment la captation des plastiques en déchetterie. Je vais réactiver rapidement le micro, partager mon écran. Vous allez pouvoir m'indiquer lorsque vous voyez la Alors, présentation. on voit votre écran, mais pas encore la Ça présentation. va arriver, j'espère. Voilà, vous C'est devriez bon. le voir arriver. Donc, Alban Cottard, je travaille pour Valorplast depuis 2017. Je suis responsable de l'activité commerciale, qualité et R&D au sein de Valorplast. Je vais vous présenter donc trois éléments, un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui et qui vient compléter un petit peu ce qui a été présenté par Monsieur de Mulder sur l'activité et l'extension des consignes de tri. Une partie sur justement les plastiques de déchetterie et des éléments aussi concernant le recyclage chimique qui représente aujourd'hui une belle opportunité pour augmenter le taux de recyclage. Donc, je vais pouvoir vous apporter quelques éléments techniques et contextuels un petit peu, puisqu'on travaille aujourd'hui, nous, au travers de différents sujets, sur ce type de technologie. Alors, Valorplast, on a été créé en 1993. C'est le début de la mise en place de la REP emballage. Aujourd'hui, l'année dernière, on a traité 157 000 tonnes, donc qui sont reprises auprès des collectivités et qui sont orientées vers les filières de recyclage. Notre objectif, il est clairement de garantir ce recyclage des matières qui sont sorties, triées des centres de tri. On travaille avec 116 centres de tri sur le territoire national, ce qui est assez significatif. Ce nombre diminue progressivement avec justement l'extension et la modernisation des centres de tri. On travaille avec 58% des collectivités territoriales, ce qui est significatif. On est du coup le premier repreneur en France. Ça représente une activité logistique assez forte puisque c'est 740 transports mensuels qui sont organisés au quotidien. 70% des tonnages que nous traitons sont directement régénérés en France et 30% en Europe limitrophe. Valorplast exclut absolument tout export en dehors de l'Europe des matières plastiques qui sont reprises auprès des collectivités. Dans le cadre de l'extension, et c'est en effet un projet très ambitieux qui doit permettre d'augmenter le taux de recyclage. À date, nous, notre activité dans les tonnages qui sont repris auprès des collectivités, c'est déjà 71% des tonnes qui sont gérées par Valorplast. Donc, et ça va continuer au cours des années à venir. Dans le cadre de notre activité, on a 4 piliers principaux qui vraiment organisent un petit peu notre activité. La première, c'est le fait de garantir auprès des collectivités cette reprise des emballages plastiques ménagers. C'est très important, c'est un élément clé, c'est un engagement fort de notre part. Ensuite, c'est vraiment le développement de solutions et de débouchés. On est en permanence en train de rechercher des solutions, de travailler sur des programmes R&D, de travailler avec des partenaires industriels pour justement augmenter ce taux de recyclage. Bien sûr, en amont, et ça fait partie des volets qui sont clés, c'est aussi de travailler sur l'éco-conception pour que les emballages, lorsqu'ils sont mis dans le bac jaune et triés ensuite, s'insèrent de la manière la plus aisée possible dans les filières de recyclage. On contribue à ce titre au COTREP, qui a d'ailleurs un site dédié que vous pouvez consulter directement pour avoir des informations justement sur la conception des emballages. Et également, nous avons des actions de sensibilisation auprès du public au travers des collectivités qui sont en lien et qui contractualisent avec Valorplast. Alors bien sûr, on va essayer d'être vraiment un acteur qui va travailler avec toute la chaîne de valeur, pas uniquement avec les collectivités ou les filières de recyclage, mais aussi avec les autorités publiques, les industriels producteurs de plastique et d'emballage, puisque d'ailleurs, dans notre actionnariat, nous avions l'association professionnelle Ellipso, nous avons également Plastics Europe et Polivia, qui montrent bien une mobilisation des acteurs de la plasturgie aussi pour gérer et organiser la fin de vie des emballages.
Dans le cadre de cette expertise que nous avons développée sur les 25 dernières années, on a toujours eu une petite fraction complémentaire qui, on va dire, était un petit peu hors collecte sélective, mais qui était extrêmement minoritaire. Aujourd'hui, vu les enjeux actuels, on utilise notre expertise pour aller vers d'autres gisements qui aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment exploités et pour lesquels on identifie réellement un potentiel pour augmenter le taux de recyclage. Donc, notre constat, c'est que bien sûr, et c'est un petit peu ce qui est constaté au travers du projet et par Teams 2, c'est que ces déchets plastiques, malheureusement, ne sont pas encore suffisamment valorisés sous forme de recyclage. Ils sont principalement enfouis ou incinérés, au mieux sous forme de valorisation énergétique. Nous avons construit un petit peu cette démarche parce que nous sommes régulièrement interpellés par les collectivités qui souhaitent trouver des solutions et trouver d'autres alternatives à l'enfouissement ou à l'incinération. Et c'est sur cette base on a décidé de mettre en place une offre auprès des collectivités, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des opérateurs, à partir de décembre, justement, pour pouvoir massifier, organiser et orienter vers des filières de recyclage ces matériaux, avec les mêmes piliers, la transparence, l'équité entre les acteurs, la proximité et la formation, et l'accompagnement que l'on peut avoir dans les déchetteries. Je vais vous montrer quelques images de ce que l'on peut retrouver. Donc, c'est un gisement assez diffus qui regroupe vraiment différentes catégories d'objets. Lorsqu'on va accompagner un petit peu les collectivités dans leur démarche, on va opérer des actions justement de formation qui vont permettre d'améliorer un petit peu la qualité des éléments qui sont triés. À partir du moment où on respecte un cahier des charges, on va pouvoir en effet les compacter. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Compacter ces éléments et les orienter vers les filières de régénération. Notre accompagnement, il se fait vraiment jusqu'au bout. On garantit la traçabilité vraiment jusqu'au recyclage. Il est hors de question de faire du trading ou de travailler avec des acteurs qui pourraient exporter. L'objectif est le même que celui qu'on a poussé pour les emballages ménagers. C'est vraiment d'avoir des acteurs locaux, de proximité, avec lesquels on peut travailler et construire une relation de confiance. En complément, je vais passer à la partie recyclage chimique qui pour nous aussi représente un autre volet très intéressant, une véritable opportunité pour aller augmenter le taux de recyclage. Alors, on entend beaucoup parler, je pense que vous avez pu voir les nombreuses publications, informations que l'on peut voir dans la presse notamment, toutes les sociétés qui se positionnent aujourd'hui. Cela suscite clairement un véritable intérêt, donc pour plusieurs raisons. Parce que bien sûr, et comme ça a été rappelé en début de ce webinaire, il y a des objectifs ambitieux, il faut que l'on se mobilise et clairement, pour atteindre ces objectifs, il va falloir que l'on puisse aller traiter des flux plus difficiles à recycler. Aujourd'hui, on va dire les flux les plus simples, même si bien sûr on peut toujours augmenter la collecte, augmenter les volumes, il va falloir aussi travailler sur des flux complémentaires qui ne sont pas forcément traités aujourd'hui. De plus, pour augmenter un petit peu ce taux de recyclage et de pouvoir aussi ouvrir le panel des applications pour lesquelles on peut orienter ces matières, il y a un certain nombre de limites techniques actuelles. C'est qu'on a parfois des difficultés, en effet, à régénérer des matériaux complexes et multicouches. Il y a des thématiques de désancrage, de décoloration, de désodorisation, également sur le retour au contact alimentaire, qui est encore limité. On connaît l'exemple du PET, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour les autres matériaux, et potentiellement sur l'extraction des substances interdites. Donc, il va falloir aller trouver de nouveaux process de recyclage. Alors, ce ne sont pas des alternatives au recyclage mécanique, mais ce sont bien des choses complémentaires. Donc, clairement, le recyclage chimique apporte des solutions potentielles à ces thématiques. Lorsqu'on regarde un petit peu le panel de process en dit chimique, de recyclage chimique, il y a une très grande diversité et parfois on peut un peu s'y perdre.
Donc, ça va des éléments de type purification, qui vont être principalement une dissolution des polymères. Ces éléments sont souvent même plutôt associés à du recyclage mécanique. Et si on commence à venir découper les polymères et revenir à des éléments soit intermédiaires via une décomposition, on peut retrouver des éléments de type monomère, ou si on va encore un peu plus loin, on continue et on va aller plus loin dans la rupture des chaînes moléculaires pour peut-être obtenir des hydrocarbures de type liquide ou gazeux qui eux-mêmes pourront être réintroduits par la suite dans des process de synthèse pour l'obtention de polymères. Et si possible, le plus proche possible d'une qualité d'un polymère vierge. Pourtant, il y a quand même des points d'attention à avoir et c'est des choses sur lesquelles on a une vigilance particulière. C'est que dans un premier temps, il faut vérifier quel type de déchets peuvent être acceptés. Si l'objectif, c'est de détourner des flux qui sont parfaitement recyclés aujourd'hui mécaniquement, il n'y a pas forcément d'intérêt. Il faut regarder aussi le niveau de qualité et de préparation de l'entrant. Il faut savoir que ces process ne sont pas si ouverts ou si flexibles que ça. Et il n'y a pas de miracle. Cette fameuse, on va dire, citation qu'on pourrait utiliser, c'est cheat in, cheat out. Donc, il est important de bien travailler sur cette partie de préparation pour qu'à la fin, on puisse essayer de viser l'objectif de polymère le plus proche possible d'une qualité vierge. Ensuite, il y a clairement une thématique de délai de déploiement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui sont encore au niveau du laboratoire, peu à l'échelle d'une usine. Alors, il y a plusieurs projets qui ont été annoncés sur le territoire. C'est des projets très intéressants qui vont permettre justement de pouvoir passer du kilo jusqu'au kilotonne, puisque c'est vraiment cet ordre de grandeur qu'il faut avoir, plusieurs dizaines de milliers de kilotonnes, si on veut atteindre les objectifs. Bien sûr, il y aura des questions autour de la taille des usines. Quelle est la capacité minimale, optimale pour ces procédés? Est-ce qu'il faut un sourcing local, national, international? Dans certains cas, le territoire à prendre en compte peut être très large. L'autre point clé, puisque la plupart de ces process sont connus depuis très longtemps, sont connus depuis qu'il y a de la production de polymères, c'est aussi la viabilité économique. Est-ce que l'addition des différents maillons pour l'obtention de la matière recyclée sont compatibles avec les prix du marché? Ça, c'est un point clé qui pourrait entraîner l'échec de la mise en place d'unités à terme. Et également aussi, un point très important, c'est de regarder la viabilité environnementale. Certains procédés peuvent être très gourmands énergétiquement. Il faut aussi avoir une analyse comparative entre ces différents process, au travers notamment des ACV, pour voir s'ils sont pertinents, s'ils ont une plus-value, s'ils permettent vraiment d'améliorer et qu'ils ne pourraient pas avoir, au contraire, un impact négatif. L'autre point important, c'est l'évolution de la réglementation. Donc, bien sûr, la traçabilité est quelque chose de clé, mais il faudra voir, et il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour que ces process puissent être inclus également dans le calcul du taux de recyclage. Ça va être un élément important. Je sais qu'il y a des actions qui sont entreprises, notamment au niveau européen, pour pouvoir comptabiliser ces différents process. Donc, on constate que la situation actuelle est très dynamique. Il y a des ambitions très fortes. Je trouve que c'est une période très intéressante et en tout cas qui laisse des perspectives justement pour qu'on puisse travailler et augmenter le taux de recyclage. Je vous remercie pour votre attention et je partage avec vous un petit peu la cartographie de nos différents délégués qui sont présents sur le territoire et qui sont au contact des collectivités en France. Merci à vous. Je vais passer la main du coup à la prochaine personne. Oui, merci Monsieur Cottard. Donc notre quatrième intervenant sera Monsieur Sébastien Chapelet du CIMEVAD. Et ensuite, nous passerons un temps de questions-réponses pour cette première table ronde. À vous, Monsieur Chapelet. Merci, bonjour à tous. Je vais également partager une petite présentation.
Donc Sébastien Chaplet, directeur du CIMEVAD. Le CIMEVAD est un syndicat de valorisation des déchets qui est situé à la fois sur le Nord et le Pas-de-Calais, sur la région de Douai, Hénin et aux Artis-Marquion. Nous valorisons et traitons les déchets d'un peu plus de 300 000 habitants, 320 000 habitants, qui au total produisent plus de 200 000 tonnes de déchets par an et qui se répartissent en fonction des collectes entre ordures ménagères, emballages recyclables, le verre, et puis les déchetteries et des collectes réalisées en porte-à-porte ou en déchetterie pour les déchets verts et les encombrants. Alors, le syndicat a investi près de 90 millions d'euros entre 2008 et 2018 pour construire des équipements qui valorisent ces déchets, un centre de tri des emballages, une ressourcerie en 2015, une unité de tri, valorisation, matière et énergie qui donc cherche à valoriser les ordures ménagères résiduelles en 2016, et puis un centre de compostage des végétaux basé à Vitry en Artois. Si je reviens, donc les habitants du territoire ont une multitude de filières de tri à leur disposition. Et dans certaines de ces filières, on va retrouver des déchets en plastique. On va en retrouver évidemment dans la poubelle de recyclables, notamment des flaconnages, puisque aujourd'hui le territoire n'est pas encore aux extensions de consignes de tri. Donc, pour le moment, en termes de déchets plastiques, ce sont les flaconnages qui sont envisagés, enfin qui sont demandés pour le tri des habitants et qui vont donc dans le centre de tri des 20 000 maisons pour ensuite être envoyés vers les filières de recyclage. On va retrouver également beaucoup de plastique dans les ordures ménagères résiduelles, sachets, films, pots de yaourt, polystyrène, enfin, dont une partie, effectivement, toute la partie emballage, une fois les extensions des consignes de tri mises en œuvre, se retrouveront au moins en partie dans la poubelle de recyclables. On se rend compte néanmoins que malgré les bons chiffres de captation, notamment des flaconnages pour l'instant, il en reste encore beaucoup dans les ordures ménagères. Et donc, on sait très bien, et c'est à peu près la même chose sur tous les territoires, que malgré la mise en place des collectes sélectives, il reste des matériaux recyclables et valorisables dans les ordures ménagères résiduelles. Le troisième flux concerné par les objets en plastique, ce sont les encombrants. Donc, dans les encombrants ou dans la benne tout venant, ça dépend comment on l'appelle, qui est collecté en déchetterie. On va retrouver des objets en plastique ou des bâches plastiques, ça peut être des emballages aussi, mais essentiellement des objets en plastique. Alors, une partie est déjà triée puisqu'on a mis en place dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs des bennes pour le mobilier, par exemple. Donc, les mobiliers de jardin en plastique sont récupérés. Pour les déchets électriques et électroniques, donc tout ce qui est téléviseurs, ordinateurs, donc tous ces plastiques sont mis à part, mais dans la benne tout venant, il reste encore beaucoup de plastiques qui donc aujourd'hui partent en décharge. Donc le syndicat, évidemment, son objectif, c'est d'essayer de valoriser au maximum et d'optimiser ses coûts, et donc cherche à trouver de nouvelles filières de valorisation de ces plastiques. Et donc nous avons plusieurs projets en parallèle qui visent ce flux-là. L'extension des consignes de tri. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus parce que M. de Mulder a quand même bien expliqué le sujet tout à l'heure. On a donc, nous, aujourd'hui, comme objectif d'y passer fin 2022. On a d'ailleurs travaillé sur un regroupement avec d'autres intercommunalités et globalement, on a à peu près entre 15 et 20 millions d'euros de travaux à faire sur notre centre de tri.
pour qu'il gagne en capacité de tri et qu'il puisse trier également tous ces autres emballages plastiques spécifiques. Donc, il est prévu un investissement important pour trier les emballages d'un peu moins de 600 000 habitants dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Le TVME, donc l'unité de tri, valorisation, matière et énergie, donc celui qui récupère les emballages en plastique, celui qui récupère les ordures ménagères dans lesquelles on va retrouver du plastique et quelques emballages, a une fonction de tri mécanique et de production de biométhane et de combustible solide de récupération. Et on va retrouver dans ce combustible, évidemment, des matériaux en plastique, mais il y en a déjà une partie qui est séparée en amont. C'est ce qu'on voit donc, au niveau de l'étape 2. Il y a un tri mécanique qui permet de séparer essentiellement des objets et des films plastiques dans des quantités importantes. Donc, on arrive à extraire des ordures ménagères, des quantités de plastique conséquentes. La problématique, c'est que ces plastiques-là, même si ce sont des emballages, je dirais même si ce sont des flaconnages, ne rentrent pas dans les soutiens des éco-organismes. Et donc, ce qu'il faut savoir, quand on fait le tri sélectif des emballages en plastique, on a à peu près 80% de revenus tirés des soutiens des éco-organismes et 20% de revenus tirés de la revente des matériaux. Donc ici, le 80% de revenus tirés des soutiens aux éco-organismes n'existe pas. Et donc, ça n'est pas la valorisation de cette matière qui permet de trouver un équilibre. Donc malheureusement, malgré que l'équipement arrive à séparer ce flux, ça part en décharge. Alors qu'il y a des quantités importantes de plastique récupérable. Alors, je ne sais pas si, dans le cadre de l'objectif de 90% de bouteilles plastiques recyclées en 2030, Citeo et le gouvernement va se pencher sur la possibilité de financer la récupération et le recyclage des flux provenant des ordures ménagères. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et donc on travaille sur une autre piste qui est celle de valoriser ces plastiques grâce à la pyrogazéification. Donc, nous avons travaillé avec une société des Hauts-de-France basée à Compiègne pour faire des essais de pyrogazéification des refus plastiques et des CSR également, dans lesquels il y a aussi pas mal de plastique. Et donc, cette société, qui est un pilote de pyrogazéification, a permis de faire des tests et de montrer que sur ce gisement, on arrive à sortir un gaz de synthèse. Donc, la gazéification, en fait, consiste à monter à haute température les matériaux, mais en absence d'oxygène. Donc, en absence d'oxygène, il n'y a pas de combustion, mais la production d'un gaz de synthèse qui, en fonction de la technologie employée, en fonction des intrants, peut être composé d'une part importante de gaz noble et de gaz valorisable. Par exemple, sur certains flux, on est parvenu à produire un gaz de synthèse dans lequel il y avait plus de 70% de méthane et d'hydrogène. Et donc, on travaille sur l'épuration, la méthanation, la mise aux spécifications pour produire un gaz de synthèse qui pourrait être injecté dans le réseau de gaz. Alors, c'est un projet qui s'inscrit totalement dans le concept d'économie circulaire puisqu'on a un déchet qui provient du territoire, un équipement qui permet de transformer ce déchet en un gaz valorisable et injectable dans le réseau de gaz, le gaz étant lui aussi consommé sur le territoire. Malheureusement, aujourd'hui, économiquement et réglementairement, c'est un projet qui est compliqué à développer parce que déjà le gaz qui serait injecté ne bénéficie pas de tarifs d'achat comme peut l'être le biométhane issu de la méthanisation. Et puis, de la même façon, il n'y a pas d'autorisation d'injection de ce gaz spécifique pour le moment. Donc, on en est aux prémices. Les premiers essais montrent des résultats intéressants, mais il y aura une vraie nécessité
de faire évoluer à la fois le modèle économique et les possibilités juridiques pour injecter ce gaz dans le réseau. C'était le cas de la même façon. L'injection de biométhane dans le réseau date de 2011. Avant 2011, il y a eu des essais et les mêmes obstacles qui ont été surmontés depuis. Donc, on ne désespère pas que l'on puisse surmonter ces obstacles aussi dans les années à venir. Le troisième flux, donc, effectivement, ce sont les plastiques qui se trouvent dans les bennes tout venant des déchetteries. Donc, sur le territoire du CIMEVAD, on a 11 déchetteries. On récupère presque 80 000 tonnes de déchets par an. C'est quasiment autant que la collecte en porte-à-porte d'ordures ménagères. Donc, ça signifie que les déchetteries sont aujourd'hui un système de collecte à part entière qui capte de nombreux flux. Les principales filières, vous les avez devant, il y en a beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, il y a quasiment une vingtaine de filières sur toutes nos déchetteries, avec la mise en place de REP et puis le tri dans ces déchetteries. Et sur la partie encombrant, nous allons mettre en place une opération de test pour pouvoir séparer les plastiques de la benne tout venant et voir quel est le gisement qui en ressort, quelles sont les quantités, quels sont les types de plastiques, quelle est la recyclabilité de ces plastiques. Et donc, avec la société TESS à Douai qui reprendrait ces flux, permettre d'avoir des données un peu plus précises sur l'intérêt de mettre en place des bennes spécifiques plastiques dans les déchetteries. Parce que la difficulté, là aussi, c'est que le nombre de filières augmente, les REP sont de plus en plus nombreuses. Or, les déchetteries ne sont pas extensibles à souhait. Aujourd'hui, on a des déchetteries qui ont entre 6 et 12 quais, alors qu'on a une vingtaine de filières. Donc, on doit faire des choix. Est-ce qu'il vaut mieux mettre une benne plâtre? Est-ce qu'il vaut mieux mettre une benne plastique? Est-ce qu'il vaut mieux mettre des bennes pour les nouvelles REP? Tout ça, c'est des choix que les collectivités doivent faire. Et pour pouvoir faire ces choix, ils doivent déjà évaluer les gisements en question et puis regarder si la filière de reprise est compétitive. Aujourd'hui, une des difficultés principales du tri des plastiques en mélange, c'est qu'on se retrouve avec une multitude de plastiques différents à faire retrier. Et en fonction du modèle économique, c'est pas toujours facile de mettre en place ces flux complémentaires. Voilà, j'en ai terminé. Je suis évidemment, moi aussi, disponible pour toutes vos questions. Merci. Merci, Monsieur Chaplet. Eh bien, voilà, je pense qu'il est temps de passer à la session des questions. Et donc, je me tourne vers Emmanuel Lemelin d'Armin pour annoncer une première question, s'il te plaît. Donc, bonjour. Effectivement, il y a pas mal de questions. Donc, il y a eu pas mal de réponses. Aujourd'hui, il y a 27 questions qui sont posées, 24 résolues, en espérant que ça aille bien aux personnes qui m'ont posé la question. Moi, je pense qu'il y a une question qui reste. Il y a un objectif ambitieux qui a été posé, 100% des plastiques recyclés en 2025. Donc, la question, elle est posée directement à l'ADEME, Monsieur Humbert, mais je pense qu'on peut l'élargir on peut l'élargir à tout le monde parce que ça concerne tout le monde. Donc, est-ce qu'on pense que cet objectif, il va être atteint en 2025? Est-ce qu'il est ambitieux? Et si en 2025, il ne sera pas atteint, qu'est-ce qu'on envisage comme solution? Comme première question, pour ouvrir le débat, ça peut être pas mal, je pense. Oui, c'est clair que c'est un objectif ambitieux et je pense que comme Alban, Sylvain et Sébastien l'ont dit, je pense qu'on a vraiment besoin d'une mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris sur les consommateurs. Il faut rappeler qu'en 2016, on était à 25% de plastique recyclé. Donc effectivement, il y a une grande manœuvre pour pouvoir l'atteindre, mais il va falloir actionner tous les différents leviers qui ont été exposés, autant sur la partie production, la partie éco-conception, de favoriser les plastiques qui sont recyclables, et aussi de pouvoir aller bien les capter, les trier et les recycler. C'est ça, en fait, c'est aussi un changement des modes de consommation. Les entreprises ont bien saisi les attentes fin de compte des citoyens, c'était de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils vont faire de leur emballage. Donc déjà, il y a l'éco-conception, comme François
expliqué, mais il y a aussi derrière le geste de tri, c'est le simplifier. Le but, c'est aussi d'aller chercher cette matière qui aujourd'hui n'a pas de débouché, hein, comme pouvait le présenter Sébastien. Et c'est la création, en fin de compte, de filières adaptées. Mais pour créer filière, il faut du volume, de la quantité pour pouvoir avoir un business model périn. Et donc, tout ça, ça va passer par tous les leviers que l'ADEME ou Citeo ou d'autres personnes peuvent, la région aussi, peuvent aider pour que les collectivités se sentent accompagnées, en fin de compte, financièrement, mais aussi techniquement, parce qu'en fin de compte, la réflexion se fait à plusieurs. Hein. Et donc, le travail de Team 2, c'est aussi de mettre autour de la table tous les acteurs d'un territoire et d'aller chercher, en fin de compte, les bonnes idées et de capitaliser pour demain, quoi, honnêtement. Mais c'est vrai que c'est un objectif ambitieux, hein, 100%, mais en tout cas, c'est la loi et la loi, c'est la loi. Il voilà, faut y aller, quoi. En fait, il y a des questions plus précises hein, sur globalement et finalement, est-ce que l'extension des consignes de tri permettrait ou pourrait permettre d'atteindre cet objectif hein. Les questions-là sont posées de manière assez très précise, en précisant encore plus sur on va dire, des bilans régionaux. Donc, est-ce qu'il y a des actions régionales auprès des syndicats ou des syndicats mixtes de valorisation des déchets ou bien auprès des écosystèmes, des actions qui pourraient être citées et assez intéressantes et qui permettraient d'atteindre ces objectifs, quoi. Si vous aviez… Alors, je ne sais pas si les spectateurs peuvent intervenir. Je ne sais pas s'ils peuvent répondre aussi à l'oral, parce que donc, il y a Sabine Altebourg, hein, qui est la directrice régionale de chez Citeo Nord-Pas-de-Calais Île-de-France, qui peut peut-être se permettre de… Alors, non, effectivement, c'est pas prévu de faire intervenir. D'accord. Bah, dans ce cas-là, je vais répondre. Hein, alors, quels sont les outils? Donc, il y a les appels à projets, en l'occurrence. Hein, Citeo finance, au travers des appels à projets, différents leviers. Hein, donc, c'est soit des leviers d'harmonisation de la collecte, soit des leviers de densification des bacs de collecte ou de points d'apport volontaire. Le but étant d'aller capter le plus possible donc, de matière. Et c'est aussi donc, la sensibilisation tout autour de l'appel à projet extension de consigne de tri. Donc, vous avez un aspect extension de consigne de tri sur la collecte, mais aussi sur le tri. Donc, ces appels à projet, ils sont spécifiques collecte et tri. Et donc, sur la partie tri, c'est aussi accompagner donc, la collectivité avec des financements, hein, au même titre que l'ADEME finance ces projets-là, sous un autre angle, hein, bien sûr. Et nous, le but, c'est voilà, d'accompagner techniquement et aussi financièrement la modernisation des centres de tri pour pouvoir aller capter ces nouvelles résines, en fait, résines plastiques, qui aujourd'hui sont triées pour la majeure partie. Enfin, beaucoup de centres de tri ont encore du tri manuel hein, et n'ont pas automatisé, on va dire, leur process. Et pour aller chercher ces nouvelles résines, tout en respectant, en fin de compte, les conditions, parce qu'il faut se dire qu'il y a aussi des gens qui trient derrière, hein, tout en respectant donc, les conditions de travail de ces personnes. On n'est plus à l'âge de germinal, hein, j'ai envie de dire. On doit respecter aussi la santé des travailleurs hein, au travers des normes qui sont définies, puis aussi de ce qu'on en pense. Et puis, ça va tellement vite aujourd'hui qu'il y a tellement de résines qu'il faut aujourd'hui automatiser. Donc, on se retrouve avec des centres de tri qui ont des tri optiques, qui permettent d'aller très vite en termes de séparation de la résine. Et on va trouver, je pense encore d'ici les prochaines années, un moyen d'aller affiner en fin de compte à la résine près et pouvoir trier le plus possible de matière. Il faut savoir que tout ce qui est mis sur le marché, en effet, il y a une diversité de résines. Beaucoup de choses ne sont pas valorisées, mais demain, l'obligation réglementaire, c'est d'aller les valoriser et de les charger, au lieu de les enfouir ou de les incinérer, ce qui occasionne bien sûr des augmentations des coûts pas possibles, de la TGAP qui incite en fin de compte les entreprises et les collectivités à trouver d'autres moyens de traiter. Hein. La TGAP, c'est la taxe globale des activités polluantes, qui ne fait que doubler hein, pour les prochaines années d'ailleurs. Donc ça, c'est des vrais enjeux financiers pour les collectivités et à l'échelle nationale. Voilà. Pour compléter, je peux compléter aussi, oui. Oui, allez-y, monsieur Herbert. Oui, pour compléter au niveau régional, hein, je peux aussi préciser que l'ADEME et aussi le conseil régional travaillent beaucoup avec tout le réseau d'acteurs locaux, hein, qu'on parle des fédérations comme Polivia, aussi le pôle d'excellence plastique
de compétitivité, type 2, Materials, les acteurs académiques, le monde de la recherche. Donc, on est vraiment sur un travail collaboratif pour accompagner cette transition et ces changements de comportement. On a notamment des dispositifs locaux comme le Fratri, le fonds qu'on a en commun ADEME Région pour pouvoir financer des projets. Mais on a aussi d'autres fonds disponibles, on pourra en parler après, notamment dans le cadre du plan de relance au niveau national. 2-3 chiffres que je peux compléter côté Valeur Place pour se représenter un peu l'extension. Quand on s'adressait uniquement par le passé uniquement aux bouteilles et flacons, ça représente, je crois, à peu près 45% du gisement d'emballage ménager qui est mis en marché. Avec cette extension, on adresse, je crois, 70 à 75% des emballages plastiques ménagers qui peuvent être orientés vers des filières de recyclage. Donc concrètement, quand on était sur la base à peu près de la collecte classique, c'est à peu près 4 kg par an par habitant dans les estimations. Donc, avec l'extension, c'est plus de kilos. Donc c'est significatif. Et pour vous donner juste un dernier chiffre, pour nous, côté Valeur Place, cette année, c'est 14 centres de tri qui vont démarrer. Donc c'est quelque chose de rapide. Et clairement, dès qu'il y a un centre de tri qui bascule, c'est tout de suite des tonnages additionnels qui sont à reprendre et qu'on oriente vers des filières de recyclage. Donc ça, il faut poursuivre. Et c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est à la hauteur en fait des modifications et des investissements industriels aussi qui sont à réaliser, puisque c'est vraiment une organisation industrielle très importante. Tout à fait. Puis en plus, c'est plus de kilos, mais ça, c'est une moyenne nationale. Mais pour le coup, il y a certaines régions qui montrent l'exemple, on va dire, sur la Bretagne, et ça peut aller beaucoup plus que 2 kilos. Et Exactement. on a un effet aussi d'entraînement par habitant par an. Donc ça, c'est plutôt très bon pour à la fois l'économie, du business model, parce que recycler du plastique, c'est pas forcément ça. Il y a des freins aujourd'hui, mais ça peut créer des filières pérennes. Honnêtement, on en a besoin en France, en tout cas. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque part, il y a quand même des objectifs qui sont fixés, même si on ne les atteint pas demain, peut-être qu'après-demain, ils seront atteints avec beaucoup de choses qui sont mises en place, aussi bien chez les syndicalistes que les éco-organismes. Tout à fait. Et il y avait peut-être une autre question, peut-être pour ouvrir encore, on parle. Bon, il y a énormément de questions, mais là, je ne peux pas les reprendre parce que c'est des questions qui sont très précises. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler finalement, pour répondre à cette problématique, on parle d'un mix énergétique pour la partie énergétique et production d'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'un mix recyclage à trouver en ce moment? C'est ce qu'on cherche, pour augmenter aussi bien la collecte que le taux de recyclage et la réindustrialisation, qui est le sujet un peu de Plasticity. Est-ce que derrière, il y a un bon choix et est-ce qu'il faut vraiment être très intransigeant, recyclage chimique, recyclage mécanique, pyrolyse, ou bien est-ce qu'on a vraiment un mix à trouver là-dessus et dans quelle voie vous vous orientez, aussi bien au niveau législatif que très opérationnel pour les éco-organismes et les syndicats? Je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je peux toute petite partie côté Valeur Place. Il y a vraiment à nouveau, il y a une diversité. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur l'ACV, les bilans carbone, ce genre de choses. Il y a une grande diversité de process. Et en effet, si on compare par exemple, la dissolution du polystyrène qui se fait dans son monomère à température ambiante qui nécessite quasiment aucune énergie, et puis peut-être un procédé de pyrogasification, voilà, l'étendue est large. Et je pense que c'est pas l'une ou l'autre des solutions, ça va être forcément une combinaison de tout ça. Ça va être complémentaire. Ça va pas être le recyclage chimique va balayer le recyclage mécanique. C'est forcément, si on veut atteindre les taux de recyclage qui sont annoncés, il faut que ce soit complémentaire. Et il faut aller chercher des gisements aujourd'hui qu'on ne sait pas forcément traiter avec les solutions actuelles. Donc, les process évoluent bien sûr aussi, recyclage mécanique, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent être faites. En tout cas, pour apporter un élément de réponse. Merci. Je pense qu'il nous faut passer à la table ronde numéro 2. Donc, merci à nos 4 panélistes de cette première table ronde et merci à toi, Emmanuel.
Donc, le moment est venu d'aborder cette seconde table ronde. Je passe donc la parole à Damien Cossard de Test Recyclage. Bonjour à tous, petite vérification pour savoir si vous avez mon écran en partage. Oui. C'est parfait. Je vous remercie d'avoir été suffisamment patient pour atteindre la table ronde numéro 2. Le moins qu'on puisse dire quand on parle de recyclage, c'est que le plastique souffre d'une représentation très négative auprès du grand public. On parle du 7e continent, du 8e continent, c'est-à-dire cette soupe de plastique que l'on trouve à la surface de nos océans. On parle aussi des plastiques que l'on voit flotter sur les fleuves en Asie. Bref, nous avons un foisonnement d'images fortes qui donne l'impression que le plastique est le polluant numéro 1 mondial. Bon, tout du moins, c'est l'impression que l'on a parfois quand on lit les médias et quand on écoute les actualités politiques, avec bien sûr le plastique à usage unique en ligne de mire. Mais paradoxalement, on se rend compte que la production de plastique ne cesse d'augmenter avec près de 370 millions de tonnes produites en 2019. Preuve s'il en est de son utilité dans notre monde moderne. Prenons 2 petits exemples en pleine actualité. Comment faire des tests Covid sans plastique ? Si on n'avait pas les masques chirurgicaux pour se protéger en pleine pandémie, comment ferait-on ? On se souvient avoir beaucoup souffert du manque de masques en début de pandémie. Bref, le plastique, c'est un petit peu « je t'aime moi non plus ». Alors, sans nier les problèmes liés au cycle de vie du plastique et à son recyclage, il faut prendre conscience que ce matériau, comme toutes les activités humaines, engendre des pollutions, notamment en fin de vie. Alors, qu'en est-il de ce recyclage ? Collecte, premier tri, broyage, lavage, affinage du tri, contrôle qualité, compostage, voilà les grandes étapes simplifiées que la jeune industrie du recyclage met en œuvre pour éviter la mise en décharge et recréer une matière première de qualité à partir du déchet plastique. Pour parler de tout ça, nous avons réuni une table ronde vous présentant les initiatives de 3 entreprises qui se sont lancées dans l'aventure du recyclage du plastique. 3 expériences intéressantes, comme vous le verrez, de par leur complémentarité, leur stade de développement et les méthodes employées. Pour ma part, je m'appelle Damien Cossard et je vous présenterai le cas de Test Recyclage, entreprise familiale douaisienne qui a décidé de déménager son centre de tri pour quadrupler sa capacité d'accueil et lancer une ligne de tri dédiée au tri des plastiques. Olivier François, le directeur du développement du groupe Gallo, encore une entreprise familiale, vice-président de RIC, c'est-à-dire la Confédération européenne du recyclage, président de la Commission internationale et membre du conseil d'administration de FEDEREC, interviendra pour Gallo Plastique. Il nous livrera une partie de ses 30 ans d'expérience dans le tri et la régénération des plastiques, issus des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques. Enfin, Olivier Dahl, représentant de Van der Velde Recycling en France, fondateur d'Environnement Massif Central, président de Fédérec Occitanie, présentera Van der Velde Recycling, toujours une entreprise familiale d'ailleurs. Il nous parlera de son expérience dans le recyclage des plastiques rigides, notamment issus des déchetteries. Ensuite, nous laisserons la place à une table ronde pour le jeu des questions-réponses. Et en guise de conclusion, nous accueillerons à nouveau François Imbert, ingénieur en économie circulaire pour l'ADEME des Hauts-de-France, et qui parcourra avec nous les aides disponibles pour soutenir les projets de recyclage. Donc sans transition, c'est donc à moi qu'il revient de présenter le projet de test recyclage, donc je me passe la parole. Afin de replacer cette présentation dans son contexte, je vous ferai tout d'abord une brève présentation de notre groupe familial et de test recyclage, une de ses filiales en particulier. Ensuite, nous aborderons le projet proprement dit et je finirai cette présentation par quelques éléments qui nous ont conduits à développer cette aventure. En fait, le groupe TESS est une entreprise familiale qui a déjà une certaine histoire puisqu'elle a été fondée en 1933 autour du développement de son métier historique, c'est-à-dire l'assainissement. Implantée dans le Douaisis, elle profite de l'essor industriel de la région au cours des 30 Glorieuses et diversifie ses activités vers le nettoyage industriel. À l'aube de l'an 2000, c'est la 3e génération qui prend les rênes avec l'arrivée de Thierry et Frédéric, et ils se lancent entre autres dans les activités de salage et de transport des déchets industriels. Et en 1914,
En 2014, excusez-moi, il crée la société Tess Recyclage qui porte le tri et le traitement des déchets industriels banaux ainsi que leur transport. Cette société étoffe son activité en rachetant Champs Nord et en se lançant dans la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers, ainsi que Tess Collect est né. Maintenant, en plus de la croissance organique forte de ce groupe et de Tess Recyclage sur ces 5 années, le groupe a pris des participations en 2020 dans 2 sociétés spécialisées dans le tri des déchets industriels et des encombrants sur la région de Denain et de Valenciennes. Ainsi, à ce jour, comme vous le voyez, le groupe comporte une holding de tête et 9 filiales. La société qui porte le projet dont nous parlons dans le cadre de Plasticity et de ce webinaire et Tess Recyclage, je vous l'ai entouré pour que vous la situiez dans l'organigramme des sociétés. Et plus largement, avec le pointillé, je vous ai montré toutes les activités autour du recyclage de déchets qui sont portées par le groupe Tess. Je ne vais pas vous détailler les autres activités, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Alors, juste quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer pour montrer un petit peu toujours le contexte et la taille de l'entreprise. Donc, toute activité confondue, nous avons atteint 25 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, avec 15 millions d'euros pour les activités collecte et recyclage de déchets. Et Tess Recyclage et sa filiale, Tess Collect, ça fait à peu près 10 millions d'euros. Nous avons traité 45 500 tonnes sur notre centre de tri, malgré la crise du Covid qui a provoqué un gros ralentissement, notamment au début d'année. Et 75 collaborateurs, dont 25 sur le centre de tri, font notre activité au quotidien et font tourner la boutique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes situés dans la région de Douai et nous travaillons dans cet écosystème de Douai. Je vous ai mis juste un petit schéma qui montre la densité et l'aire que l'on peut atteindre en parcourant 15, 30, 45 ou 60 minutes avec un poids lourd. En fait, en 60 minutes, on se rend compte qu'on est sur une aire remarquable de 4500 km², ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, mais 2 700 000 habitants. Et donc, toute l'activité dense et dynamique qui accompagne la vie de ces 2 700 000 habitants. Et ceci à moins d'1 heure de notre centre. On est donc dans une position assez centrale, à la jonction du nord de l'Europe et du sud de l'Europe, et l'arrivée du canal Seine-Nord-Europe va renforcer encore un peu plus cette position intéressante géographiquement. Pour venir au projet proprement dit, notre projet se développe en fait dans la continuité de notre activité actuelle. Mais pour répondre aux besoins de nos clients et à l'évolution du marché, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais où on sent que l'attrait pour le recyclage et l'attrait pour le recyclage du plastique en particulier est en train d'évoluer. Nous avons donc fait l'acquisition d'un terrain qui va nous permettre la construction d'une plateforme de tri de 3,2 hectares. Nous visons donc à quadrupler dans les 5 ans notre activité autour de notre vocation de généraliste du déchet industriel et de premier maillon de la chaîne de valeur du recyclage. Et nous allons nous organiser autour de 4 pôles. Le pôle logistique, qui assure le transport des matières entrantes et sortantes grâce à notre flotte de véhicules. Ce métier de service au quotidien et auprès de nos clients est vraiment l'ADN du groupe. Pour résumer un petit peu notre philosophie, on peut toujours gagner un client par le prix, mais on le garde par le service. Le pôle tri des déchets des activités économiques assure la valorisation maximale des déchets confiés par nos clients. Nous recherchons pour cela les filières les plus efficaces, tant en termes économiques qu'en bénéfices environnemental. Nous complétons cette activité avec le tri des métaux, qui s'adresse à la fois aux particuliers par le biais d'un comptoir à métaux, mais aussi aux industriels. Cette activité est d'abord issue du tri des déchets industriels, mais nous avons développé un savoir-faire pour compléter notre offre auprès de nos clients qui étaient demandeurs de cette activité. Et nous continuons le développement de notre offre auprès de nos clients avec le développement du tri des plastiques que nous souhaitons augmenter. Nous l'avons déjà initié et nous souhaitons l'augmenter et le professionnaliser. Mais j'en ferai un focus dans quelques instants. Donc, après 5 ans d'existence, Tess Recyclage, nous avons décidé de passer une nouvelle étape dans notre développement pour offrir plus de services à nos clients, augmenter la valorisation de matière, élargir et consolider notre modèle économique. Voilà, ce sont les 3 axes de travail que nous nous sommes fixés.
Et c'est plus de 6 millions d'euros d'investissement que nous allons déployer dans les mois et les années qui viennent pour soutenir ces axes de travail. Donc, au-delà de l'espace plus important qui va nous permettre de mieux travailler, nous allons aussi développer les process de tri nécessaires pour créer les matières premières de demain avec les exigences accrues des régénérateurs qui travaillent avec nous. Nous avons donc commencé l'aménagement de notre nouveau site qui se situe à Coincy, une commune limitrophe de Douai. Nous sommes actuellement dans la finalisation des opérations de terrassement et nous souhaitons commencer la réception des matières au cours du 4e trimestre et réaliser les installations de tri au début de l'année 2022. Ce petit schéma en fait résume de quelle manière nous voulons procéder. Les plastiques à recycler proviennent de plusieurs sources. On a d'abord des flux internes à notre propre centre de tri. En effet, le tri des métaux comme le tri des déchets des activités économiques et autres tri de déchets en mélange génère un flux de plastique en mélange dont le tri doit être encore affiné. Alors, cela va de soi, nous recueillerons aussi directement des plastiques mélangés. Par exemple, M. Chaplet le disait il y a quelques instants, nous allons initier avec le CIMEVAD un test de collecte et de recyclage des plastiques issus des déchetteries. Et donc, nous nous situons vraiment, nous sommes dans la continuité de notre activité première, c'est-à-dire le premier tri et les 2 premiers maillons en fait, de la chaîne de valeur. Donc, nous collectons les déchets, nous en retirons les plastiques et nous en faisons le premier tri, d'abord en séparant les plastiques souples des plastiques rigides parce qu'ils n'obéissent pas, ils ne vont pas dans les mêmes filières de régénération. Et ensuite, nous procédons à un tri manuel des principales résines mises sur le marché. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, il s'agit du polyéthylène qu'on dit PE, du polypropylène, le PP, le polychlorure de vinyle, le PVC, l'ABS, je vous passerai le nom exact, de toute façon je ne le prononce jamais bien, les différents types de polystyrène. Et puis les fractions un peu plus petites, on les enverra sur un autre site qui dispose d'un tri mécanisé pour pouvoir aller valoriser, y compris les éléments les plus petits qu'on a beaucoup de mal à aller trier manuellement. Alors bien évidemment, la pureté de ce tri va dépendre du cahier des charges qu'on va se fixer avec les recycleurs et les régénérateurs à qui nous livrerons la matière et qui travaillent en partenariat avec nous. Donc comme vous le voyez, nous inscrivons vraiment dans les premiers maillons de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques. Notre zone de chalandise principale, vous l'avez vu sur le plan il y a quelques instants, est vraiment centrée sur le territoire du Douaisis. Mais bien évidemment, nous avons la possibilité de l'élargir autant que nécessaire. Pour terminer cette petite présentation, je voulais un petit peu vous discuter avec vous de ce qui nous a poussé, de ce qui nous a motivés pour aller sur ce projet. D'abord, un projet d'augmentation de nos capacités de recyclage et aussi d'aller sur ce tri particulier des matières plastiques. En fait, ce qui sous-tend notre projet, c'est d'abord la volonté d'entrepreneuriat de notre groupe et de notre société à se développer sur ce métier. Rappelons-le, sans hommes et sans équipe, l'idée resterait uniquement dans les cartons. Donc, c'est d'abord une volonté de s'y intéresser et de commencer à étudier ces marchés. Mais il est aussi vrai que les évolutions récentes de la fiscalité et de la réglementation sont des marqueurs positifs forts pour notre métier. En effet, en pénalisant les pratiques les moins vertueuses pour l'économie circulaire et les plus néfastes pour l'environnement, cela apporte un soutien important aux filières du recyclage en général et au recyclage des plastiques en particulier. Clairement, je pense à la taxe générale sur les activités polluantes et qui, accompagnée par des réductions de capacité d'accueil des unités de stockage de déchets, pousse les acteurs à repenser la gestion et l'élimination de leurs déchets vers plus de recyclage et vers une économie circulaire plus vertueuse. Nous sentons aussi, ce sont des exemples qui ne sont pas exhaustifs bien évidemment, mais nous sentons aussi de plus en plus un éveil de la conscience environnementale de nos clients et que nous devons soutenir en proposant un modèle économique performant
à nos clients pour pérenniser leur volonté d'aller vers plus de recyclage. Et puis, il faut aussi rappeler, ça fait partie des choses importantes, il faut aussi rappeler qu'avec un projet tel que Plasticity, ça permet de cristalliser des volontés, ça permet de maintenir des efforts, ça permet de réunir des compétences sur un thème important et ça permet d'avancer plus vite sur un sujet comme ça. Voici les quelques exemples que je voulais mettre en valeur aujourd'hui. Je vous ai aussi mis quelques éléments de sujets que l'on doit traiter hein, pour aller sur plus de tri du plastique, comme par exemple acquérir un savoir-faire suffisant pour la bonne reconnaissance des résines, ou on l'a aussi dit, hein, le plastique est un produit léger, donc les coûts à la tonne sont importants quand on se met à le transporter, à le recycler, à le trier, à le compacter. Mais comme je ne voulais pas finir cette présentation sur des incertitudes et sur des choses comme ça, je m'arrêterai à ce stade pour le moment. En tout cas, ce sont des sujets auxquels nous travaillons ardemment pour pousser notre projet que nous développons dans le cadre du projet Plasticity. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Monsieur Olivier François, le représentant du groupe Gallo et en l'occurrence de Gallo Plastique. Merci Damien. Alors, je vais projeter mes diapositives. Voilà. C'est à l'écran. En plein écran, ça marche. Parfait. Ça fonctionne, super. Très bien. Donc, en effet, je vais prendre la parole pour cette présentation concernant le volet, cette fois-ci, de plastique technique, hein, par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, en particulier par Valorplast, qui avait un focus plutôt sur les plastiques d'emballage, en particulier d'emballage alimentaire, qui représente à peu près 40% hein, de la consommation de plastique en France. 60%, c'est les plastiques techniques qu'on va donc retrouver dans les automobiles, tous les objets manufacturés. Enfin, là, on va retrouver effectivement tous ces plastiques. Donc, nous, on s'est focalisé en effet sur ces questions. Alors, qui sommes-nous? Vous voyez ici une petite carte d'implantation de nos différents sites dans le nord de la France et en Belgique. Donc, on a 25 installations de collecte pour nos activités de recyclage en France, 14 en Belgique et 3 aux Pays-Bas. Et on a une très grande installation où toutes ces matières convergent, ce que j'ai appelé le navire amiral du groupe Gallo, qui est donc à Halluin, à la frontière belge, pour ceux qui connaissent, donc près de Tourcoing. Juste un tout petit mot d'histoire sur le groupe Gallo qui a été fondé en 1939 par Joseph Gallo à Menin, donc à la frontière franco-belge. Et en 1976, donc, on a commencé par avoir une grande installation de broyage trimagnétique. On était à l'époque uniquement spécialisé sur la séparation des métaux, et en particulier des métaux ferreux. Et puis, en 1982, on a commencé à s'intéresser de très près sur des techniques de séparation densimétrique. Bon, je n'ai pas le temps aujourd'hui de rentrer trop dans le détail, mais c'est vraiment une spécialité de notre entreprise, de savoir séparer de façon densimétrique. On a commencé par séparer l'aluminium des autres métaux non ferreux, et puis on a petit à petit travaillé sur les caoutchoucs, chlorés, non chlorés, et finalement sur les plastiques. Et vous avez donc en 2000 l'usine Gallo Plastique qui a vu le jour à Halluin et qui est l'objet donc de ma présentation aujourd'hui. Pour juste ici avoir quelques informations de chiffre d'affaires sur le groupe Gallo, donc de l'ordre de 600 millions d'euros, à peu près 720 personnes travaillent dans le groupe et nous travaillons aussi avec 150 personnes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, beaucoup pour les activités de dépollution des appareils sur lesquels nous travaillons, puisque là, ça nécessite beaucoup d'activités manuelles, donc on est associé à l'économie sociale et solidaire dans ce domaine. En matière de chiffre de production du groupe, eh bien, on produit à peu près 1 250 000 tonnes de métaux ferreux recyclés, 100 000 tonnes de métaux non ferreux, et pour les plastiques, nous sommes aujourd'hui à peu près à 50 000 tonnes, essentiellement sur le polypropylène PP et l'EPS, polystyrène,
un peu de PE et d'ABS aussi, pour une raison très simple, c'est que nous sommes vraiment focalisés sur comme je disais tout à l'heure, les plastiques techniques venant des objets manufacturés. Et là, c'est vrai il y a un très grand poids du PP et du PS dans ces matériaux. Donc, vous voyez ici quelques photos. Je vais présenter quelques photos pour que vous voyez un petit peu la taille de nos installations. Donc, chez Gallo-Plastic, vous voyez ici des installations. Justement, sur la photo de gauche, des installations de flottation qui sont destinées à faire des séparations densimétriques, puisqu'on va séparer les résines les unes des autres après broyage par des techniques de flottation par liqueur dense. Et ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une technologie qu'on a développée dès les années 80. Et petite parenthèse, le groupe Gallo ne se contente pas de recycler des plastiques dont il est lui-même producteur à travers le recyclage des automobiles ou des objets manufacturés, mais nous sommes aussi depuis 2008, donc depuis 12 ans, 13 ans maintenant, nous sommes aussi vendeurs des technologies. Nous avons vendu en particulier des usines clés en main de séparation et de production de plastique recyclé. Je vais citer deux exemples. Une en Suède, auprès du groupe Stena, qui est une très grande usine qui est déjà en fonctionnement depuis 2018. Donc, Stena étant la plus grande entreprise de recyclage de métaux dans la Scandinavie. Et puis, en 2019, nous avons vendu une usine, cette fois-ci complète, de type Gallo-Plastic, de 40 000 tonnes de production de plastique recyclé, compoundé, à Toyota, le constructeur automobile, au Japon. L'usine est en cours de construction à côté de Tokyo pour le recyclage des automobiles de Toyota au Japon. Donc voilà, on a l'exploitant de nos propres outils de développement, mais on vend aussi du matériel depuis maintenant 12 ans. Alors, vous voyez ici un petit schéma de l'installation de Gallo-Plastic à Halluin, et puis quelques photos. Vous voyez sur la photo de droite, en bas à droite en particulier, les installations de type extrudeur, puisque nous allons jusqu'au bout vraiment du processus de recyclage avec la fusion et tous les travaux d'additivation nécessaires pour fournir les compounds nécessaires pour nos clients. Alors, on va y venir à nos clients, oui, voilà. C'est l'avant-dernière diapo. Donc, l'activité de Gallo-Plastic, GP dans notre petit jargon, c'est de traiter toutes ces sources de déchets plastiques sur lesquels nous sommes focalisés, majoritairement des polyoléfines et des polystyréniques, comme je l'ai dit. On essaye d'atteindre des niveaux de pureté élevés, de l'ordre de 95 à 98%. Et en fait, ce n'est pas tellement ça qui est vraiment le problème. Le problème, c'est surtout d'atteindre les grades qui sont adaptés à notre marché. Et notre débouché majeur, c'est-à-dire 60% des 50 000 tonnes que nous produisons, sont les petits granulés noirs que vous voyez là sur la photo en bas, petits granulés noirs qui vont donc être vendus au secteur de la construction automobile, aux équipementiers automobiles, alors surtout Renault, qui a été le premier, qui a été très investi dans ce domaine, puis Peugeot et Citroën. Donc voilà, là, pour ne pas être trop long, parce que je sais qu'on a déjà un petit peu dépassé l'horaire, juste préciser que, parce qu'on a souvent des débats sur la question « Ah bah oui, mais les plastiques recyclés, ils n'ont pas la même qualité que les plastiques neufs, donc il faudra avoir des standards spécifiques, etc. » Nous, ça fait 20 ans qu'on vend au secteur de la construction automobile et on n'est pas les seuls en Europe à faire ce métier dans les plastiques techniques. Et si on vend aux constructeurs automobiles et à leurs équipementiers depuis 20 ans, c'est parce qu'on sait faire les standards que nous demande la profession de l'automobile. C'est quelque chose qu'il faut être absolument clair. Si on n'était pas capable de faire les standards qu'attendent les constructeurs automobiles, on n'aurait jamais rien vendu. Bon. Donc, il faut à la fois, depuis 20 ans, notre expérience que je peux partager avec vous, c'est très simple. C'est à la fois, il faut savoir faire la qualité qui est la qualité demandée par les constructeurs, sinon ça ne sert à rien. Et ça, il faut savoir le faire sur du plastique post-consommateur. Ce n'est pas facile, en effet, mais depuis 20 ans, on est quand même un certain nombre d'entreprises en Europe à savoir faire la démonstration que c'est possible. Et en plus, il faut le faire moins cher que les plastiques neufs, car je vous le confirme, depuis 20 ans, on est capable de faire ces productions à des tarifs qui sont légèrement inférieurs au prix du neuf. Bon, voilà. D'ailleurs, sinon, on n'aurait pas non plus vendu à la filière automobile si on n'avait pas su faire des plastiques recyclés moins chers que les plastiques neufs.
Voilà, donc c'était, voilà, il y aurait beaucoup à dire évidemment sur cette filière, mais comme voilà, le temps nous est compté, j'en arrête là. Donc vous voyez typiquement ici la chaîne, hein, on part vraiment dans la petite photo qui est à gauche de ces concentrés de plastique qu'on essaye de préparer par des séparations densimétriques, hein, vous les voyez là sur petites photos avec des petits morceaux de plastique de toutes les couleurs. Ça se dirige vers les extrudeuses pour pouvoir faire les compounds, c'est-à-dire les petits granulés noirs que vous voyez dans la main de celui qui les tient. Et puis, ça, c'est nous, notre rôle s'arrête là. Ensuite, la matière part chez les équipementiers. Et la dernière photo que vous voyez en bas à droite, ce sont des absorbeurs de choc qui sont fabriqués avec nos matières, absorbeurs de choc que l'on trouve derrière les pare-chocs des automobiles. Voilà, j'en arrêterai là pour laisser un petit peu de temps aussi à mes confrères. Je pense à toi, Olivier. Donc, je te passe la parole. Oui, merci, Olivier. Donc, je vais vous passer ma présentation. Donc, Olivier Dalle, Société Van Werven, et je suis aussi, j'ai créé une société qui s'appelle Environnement Massif Central, dans le plus beau département de France, qui est la Lozère. Étant donné que vous ne pouvez rien dire, j'en profite. Alors, je vais mettre plein écran ma présentation. Là, voilà. Donc, Van Werven, comme l'a dit Fabien, c'est une entreprise 100% familiale qui est basée en Hollande. Donc, elle a commencé ses activités dans tout ce qui est travaux publics et depuis 2005, s'est mis dans le recyclage des plastiques durs issus des déchetteries. Donc, en 2005, c'est le début de l'activité et on voit que de 2006 à 2010, ça a été 4 années vierges, c'est-à-dire qu'ils ont appris le métier du recyclage des plastiques dans la façon de trier et d'appréhender la problématique. Et à partir de 2010, il faut que j'enlève ça là. À partir de 2010, c'est le début des ventes et l'augmentation. Et par contre, là, le problème a été la recherche des matériaux. C'est-à-dire que, pareil que ce qui nous arrive en France, en Hollande, il n'y avait pas encore, les déchetteries n'étaient pas encore équipées de bennes à plastique dur. Donc, ils en ont importé donc d'Angleterre et de Belgique. Tout venait chez Van Werven en Hollande et c'était trié et valorisé. Coup du sort en 2017, la fermeture des frontières. Et donc là, il y a vraiment une expansion parce que tous les plastiques durs qui étaient exportés devaient être traités sur le sol européen. Donc les volumes ont énormément augmenté, ce qui leur a permis en 2020 d'atteindre les 200 000 tonnes de traités par an. Donc aujourd'hui, la société Van Werven est présente en Europe. Donc vous avez 2 sites de tri et de recyclage en Irlande, un en Angleterre, en Hollande, en Suède, en Belgique et en Hollande. Et donc aujourd'hui, avec notre partenaire TEST, nous allons mettre la première unité de tri des plastiques durs issus des déchetteries dans le Douaisis. Donc voilà à quoi ressemblent les plastiques durs de déchetterie. Tout à l'heure, à 45 minutes de camion de l'entreprise TEST, il faut savoir que vous avez un gisement entre 4000 et 5000 tonnes de cette typologie de déchets qui peuvent être enlevés de la mise en décharge. Donc voilà à quoi ressemble. Donc vous avez différents types de plastique, hein, de l'ABS, PS, du PE, du PS, du PVC. Et le but de jeu, c'est de trier ces plastiques. Alors bien sûr, par famille de produits, mais aussi il faut savoir que dans le PP, vous avez 2 ou 3 ou 4 sous-familles. Pareil dans toutes les autres résines. Donc ça fait qu'en partant d'une dizaine de résines qu'on va trier, et on va trouver 50 familles, une cinquantaine de familles derrière. Ça sera c'est tout le savoir-faire qui est important pour bien trier les matières. Donc bien sûr, c'est un tri manuel. Donc ça emploie beaucoup de monde. Donc ça a une valeur sociale aussi. Ça permettra à des personnes en situation de recherche d'emploi ou autre de revenir à l'emploi. C'est un facteur d'intégration sociale, le tri des plastiques. Donc un tri manuel. Après, bien sûr, il y a un broyage, un lavage. On retrouve toujours les mêmes étapes, hein, comme Olivier François l'a dit précédemment. Une granulation, contrôle qualité. La qualité est très importante. Comme l'a dit M. Cotard de la société Valorplast, aujourd'hui,
la qualité est importante à l'entrée et encore plus importante à la sortie. Et avec un produit de mauvaise qualité, on ne peut pas faire un produit de bonne qualité. Et venant du recyclage, nous sommes obligés de faire des produits de qualité. C'est un signe de reconnaissance pour bien intégrer notre produit. Voilà, donc voilà les 50 familles, voilà 50 typologies de produits. Donc, comme je vous ai dit, avec 6-7 grandes familles de plastique, on ressort 50 produits différents avec des applications bien différentes, des caractéristiques techniques bien différentes. Voilà la typologie de déchets que nous pouvons faire avec, la typologie de produits que nous pouvons faire avec les matières premières issues des plastiques durs de déchetterie. Hein. Donc, on retrouve les pare-chocs, on retrouve les conteneurs, les tuyaux et autres. Hein. Voilà. Donc, un point très important, c'est le bilan carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec ce qu'on économise en mise en décharge, ça a fait une économie de 450 000 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment un point très important et tout est là aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, on doit aller vers une société pauvre en carbone, pauvre en émissions carbone. C'est vraiment un gros challenge. Et donc, le recyclage des plastiques durs de déchetterie en fait partie. Voilà, moi, j'ai essayé d'aller très vite sur ma présentation. Donc, je tiens à insister aussi que ce recyclage de plastique, ça a un coût, on en a parlé. Aujourd'hui, ça a un coût négatif, c'est-à-dire que si vous mettez des bennes de déchetterie, ben, ça risque de coûter à la collectivité, mais cela peut être compensé par le fait que la TGAP va augmenter, donc ça coûtera toujours moins cher que la mise en décharge et autres. Et que nous, Van Werven, on cherche des partenaires sur toute la France, comme l'entreprise TES, pour couvrir. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit la reprise de tous les matériaux triés. Voilà, je laisse la parole. Merci Olivier. Emmanuel, est-ce que tu as pu voir si nous avons des questions? Y a des questions, mais restez ouvertes, il n'y en a plus. Donc, si on veut bien gérer le temps, je pense que je saurai en émettre ou on récupérera les questions qui arriveront par la suite, s'il y a besoin juste avant la conclusion ou après la conclusion, ce qui reste du temps. Voilà. Mais là, toutes les questions ouvertes sont fermées, on va dire, donc résolues, on va dire ça. Très bien. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, on va demander à l'ADEME, à M. Imbert, de nous faire une petite conclusion en guise de nous faire un petit panorama des aides possibles et des soutiens possibles en guise de conclusion sur cette table ronde numéro 2. Alors oui, si j'arrive à ouvrir mon document, parce que je ne le vois plus. Est-ce que vous voyez mon document? Oui. Hop. Voilà, donc je voulais en profiter effectivement pour transmettre le message et aussi la brochure du coup qui concerne les acteurs de la filière plastique dans le cadre du plan de relance. Et là, ici, vous avez en fait différents dispositifs qui seront ouverts pour accompagner les acteurs de la filière. Donc, on a notamment le dispositif hors plast qui permet d'aider les transformateurs à pouvoir incorporer plus de matières plastiques recyclées dans les process. Ça concerne autant des études de faisabilité que des aides pour l'achat d'équipements pour augmenter du coup cette part de plastique recyclé utilisée. On a aussi des soutiens au réemploi ou à la substitution des emballages plastiques à usage unique. Donc pareil, des soutiens aux études, aux investissements. On a toute une partie qui va concerner, mais vous l'avez évoqué, hein, la modernisation des centres de tri. Et aussi des aides pour déployer le tri sélectif sur la voie publique. Et enfin, on a une dernière partie qui concerne le soutien aux recycleurs pour pouvoir augmenter le recyclage des plastiques, sachant que dans le cadre du plan France Relance, il y avait aussi déjà eu une aide pour pouvoir accompagner aussi le tonnage de matières plastiques créées par les régénérateurs. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le guide, le petit fascicule, et il y a aussi bien sûr le site de l'ADEME, Agir pour la transition
www.adem.fr où vous allez retrouver tous les dispositifs avec les explications et les notices. Voilà. Merci, Monsieur Imbert. Ça fait une conclusion pour notre table ronde numéro 2. Effectivement, il y a des possibilités de mieux recycler le plastique, il y a des possibilités de recréer une matière première secondaire de qualité à partir de la collecte du plastique. Merci pour les soutiens que vous pouvez apporter à la filière. Je remercie messieurs François et Monsieur Dalle d'avoir participé à cette table ronde numéro 2. Et on arrive donc à la conclusion de notre webinaire. Et c'est Monsieur Trenel à qui revient l'honneur de prendre la parole pour la faire. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui. Très bien. Alors, quelques questions qui ont été posées. Et c'est vrai que le projet Plasticity s'est focalisé et se focalise prioritairement sur les déchets des ménages, ou en tout cas les déchets des villes, et moins les déchets industriels que l'on pourrait collecter auprès de Process. Mais les points qu'on souhaitait présenter à travers donc, ce premier webinaire, et il y en aura d'autres sur le sujet, c'est que face à ce gros défi qui a été évoqué plusieurs fois au cours de ce webinaire, le pôle et un certain nombre d'acteurs que vous avez vus sont là pour relever les nouvelles contraintes qui apparaissent. Première contrainte, il faut mieux capter. C'est un des sujets sur lesquels le pôle peut accompagner des acteurs pour faciliter le développement de technologies de caractérisation, d'identification. Et puis, si vous avez pu le voir dans notre présentation sur les activités du pôle, on aide de plus en plus à créer ces fameuses boucles d'économie circulaire. Et un des intervenants l'avait bien dit, on s'aperçoit que pour rationaliser de façon efficace les lieux de transformation et de valorisation de ces matières, quelquefois il faut aller les chercher sur des périmètres relativement larges et qui dépassent ou qui pourraient dépasser pour certaines résines le niveau de la région. Et donc ça, c'est un des axes de recherche sur lequel toute personne qui a envie de travailler pourrait rejoindre le pôle, ou en tout cas auquel nous nous attardons. Le deuxième point, qui a peut-être un peu moins été cité, mais pour avoir accompagné et puis aidé au financement d'entreprises dans le secteur du recyclage des plastiques, pour aller vers les réponses aux exigences qualitatives et quantitatives, on s'aperçoit qu'il faut maintenant aussi réfléchir au couplage ou à l'intégration et du numérique et de la robotique dans les centres de tri. Et ça, c'est un autre sujet qui a peut-être peu été abordé, mais en tout cas sur lequel on pense que les centres de tri à terme ne pourront pas échapper, ou les centres de valorisation. Et donc se pose la question de quel type d'emploi autour de cela et quel type de nouvelles compétences amener dans ces centres de tri. Le troisième point, ça a été dit plusieurs fois, c'est cette création, ce qu'on appelle le nouveau modèle économique. Ça veut dire comment on aide à ce qu'il y ait de plus en plus de coopération entre les différents acteurs de la chaîne de valeur, depuis l'identification, la collecte, le tri, la transformation, jusqu'au réemploi, le réusage. Réemployer ou travailler avec des plastiques recyclés pour des plasturgistes, ce n'est pas du tout les mêmes technologies, les mêmes méthodes et les mêmes process qu'avec des résines vierges. Et donc, il y a toute cette chaîne qui doit être au diapason pour qu'on puisse d'abord mieux capter, avoir plus de matières issues du recyclage à valoriser prioritairement dans des matériaux plus que dans des résidus qui seraient incinérés ou qui seraient transformés donc, en énergie. La priorité, c'est le retour à la matière. Et donc, ça, c'est aussi un des points sur lesquels on souhaitait montrer qu'il y a des tendances fortes et des évolutions à accompagner. Et un des derniers points sur lequel c'est revenu une paire de fois aussi, c'est... Et un des acteurs du projet Interreg, la société Wheeloop,
assorti un certain nombre d'analyses et ce sera accessible aux différents intervenants à l'issue du projet Interreg, c'est qu'on ne peut pas ne pas faire cette évaluation d'impact à travers des méthodes de type analyse en cycle de vie. Voilà, donc ça, c'était les quelques points qui ressortaient. Un tout dernier point, pour comprendre ce qui se passe, il y a nécessité de faire de la veille, de l'intelligence économique. Donc, le pôle est en train de le faire, et notamment quand on a abordé tout à l'heure c'est quoi les intérêts ou les nécessités d'aller vers plus de recyclage chimique que de recyclage mécanique. C'est des sujets sur lesquels nous sommes en train donc de regarder c'est quoi les grandes tendances. Et autour de cela, eh bien, si vous rejoignez le pôle Team 2 ou si vous nous contactez, vous pourrez avoir un certain nombre de réponses. Et nous sommes prêts aussi à créer d'autres groupes de travail sur ce sujet du recyclage des plastiques pour permettre d'atteindre ces objectifs ambitieux qui ont été donnés tant au niveau européen que national, que régionaux à travers la feuille de route économie circulaire du Conseil régional. Merci de votre participation et de votre attention et puis au plaisir de vous retrouver dans les prochains webinaires. Il y en a un demain matin sur les déchets du BTP, mais il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année et sur les mêmes thématiques que celles que nous avons abordées aujourd'hui. Merci à tous les intervenants et merci de votre attention. À très bientôt.